Prenons l'affaire. Monsieur Danwe, il a, commandant des opérations, il a mobilisé plus de 10 éléments. Enfin, je m'en tiens à ce que Maître Tchungan a dit. Plus de 10 éléments, parce qu'on avait un autre chiffre avant. C'était même 20. Mais Maître Tchungan a dit plus de 10 éléments. Pour choper un petit individu qui aurait suffi pour 2 éléments bien formés de la DGRE, parce qu'ils sont extrêmement bien formés, et lui régler son compte. Si vous partez du nombre qui a été mobilisé, vous vous posez d'abord la question, pourquoi ce grand nombre-là? Pour ma petite expérience, quand vous mobilisez un agent des services de renseignement, dans ce cas mobilise un nombre aussi élevé, il faut comprendre que le meurtre de Martinez-Zogo était un test. Était un test, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'un test d'abord pour le recruteur, c'est-à-dire le directeur des opérations, c'est-à-dire si nous réussissons cette opération et que ça ne crée pas de vagues, je consolide mon équipe pour de meilleures opérations plus tard. On pourra tuer Ango demain, on pourra tuer Soulé. Si vous les avez désignés. Mais c'est d'abord un test pour le recruteur de souder son équipe autour déjà de certaines opérations, de savoir qui est capable de faire ci ou ça. Vous comprenez? Quand ça réussit, on passe à la vitesse supérieure. Le mode opératoire, c'est qu'il n'a pas recruté les éléments à la DGRE seulement. Il a fait appel à des éléments dans les régions. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il a des affidés dans son service qui se retrouvent ailleurs et dont il était certain de leur fidélité, de leur loyauté. Il les a appelés pour les inclure dans son commando. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est que pourquoi mobiliser un service d'intelligence alors qu'on peut mobiliser un brigand au quartier pour régler la situation? Ça veut dire que ceux qui ont recruté le directeur des opérations, justement, étaient aussi dans un autre test. C'est-à-dire que s'il réussit à accomplir cette tâche pour nous, on pourra lui en confier davantage de meilleures, de plus grandes. Vous comprenez? Donc nous sommes dans un test. Et une fois que vous évoluez, M. Bouba, faites très attention. Complot contre la sûreté de l'État. Ça veut dire que dès que vous vous êtes installé dans le service d'intelligence le plus redoutable d'un pays, à travers la loyauté d'un individu comme le commandant des opérations, Maître Tchungan a dit, lui-même il a dit que monsieur le commandant des opérations voyait souvent son client pour des affaires, vous l'avez rappelé tout à l'heure. Donc vous comprenez que les amitiés étaient des amitiés anciennes, pour des choses elles-mêmes qui n'avaient parfois rien à voir, parfois avec son boulot. Donc il y a amitié. Donc ça veut dire qu'une fois que le commando a été constitué, on allait passer peut-être à l'étape supérieure, mais l'étape supérieure allait être laquelle? Souvenez-vous, monsieur Bouba, je vous avais parlé des cercles concentriques. La GP, elle, apparemment, le cercle concentrique qui n'a pas encore été prostitué par ces réseaux. Je dis apparemment, en apparence. Dans les minutes que détenait monsieur, notre ami qui est parti, monsieur Zogo, il établissait que jusqu'à la direction de la sécurité présidentielle, il y avait des marchés. On a vu des marchés qui auraient été gagnés par ces services-là. Alors vous comprenez que si on s'en tient à cet élément, on comprend que même à ce niveau, la sécurité des chefs de l'État était déjà pratiquement atteinte. C'est-à-dire ce boulot était déjà transversé. Donc si vous avez donc un commando qui a été constitué d'au moins 10 éléments, ça veut dire que dans la logique normale, une fois qu'ils ont réussi cette première étape, M. Bouba, la prochaine étape allait être quoi dans la logique normale? C'est de dispatcher les éléments dans les éléments sécuritaires ou dans les services sécuritaires qui échappent à notre contrôle. Ça veut dire que tous ceux qui ont participé au commando, on peut injecter 2 peut-être à la garde présidentielle, 2 peut-être à la DSP, 2 peut-être au service, là vous allez comprendre pourquoi je le dis, au service par exemple du successeur constitutionnel du président de la République, c'est-à-dire le président du Sénat et ses adjoints, peut-être 2 éléments au niveau du Conseil constitutionnel, faites attention, parce qu'en fait, le complot consistera à faire quoi? Puisqu'il est pratiquement impossible à l'état sécuritaire actuel du Cameroun d'amener des armes par la France et de créer ce qu'on a vu chez les voisins. C'est impossible au Cameroun, c'est très difficile. Vous comprenez? Il est encore difficile aujourd'hui de mobiliser même l'armée de l'intérieur pour pouvoir insécuriser le président de la République et le dégager. La meilleure solution, c'est l'intelligence sécuritaire. Et c'est dans cette intelligence sécuritaire qu'ils y sont entrés. Je sors donc en disant quoi? Le complot contre la sûreté de l'État aurait consisté en quoi? Je suis dans une imagination, hein, donc ne m'en voulez pas. Vous neutralisez le président puisque vous réussissez à arriver à la DSP, vous introduisez vos éléments, qui par un coup de baguette magique, le président peut passer d'un couloir à l'autre, on le neutralise, mais ça n'aurait pas suffi. Qu'est-ce qu'il aurait suffi? C'est qu'on synchronise le blocage institutionnel, c'est-à-dire au même moment que le président est pris, vous devez absolument neutraliser le président du Sénat, vous neutralisez le président de la Cour constitutionnelle. Dès que vous l'avez fait, le mécanisme juridique
constitutionnel ne peut pas se mettre en branle. Puisque le Sénat, ses adjoints, ne peuvent pas se mettre au travail, le président de la Cour constitutionnelle qui attend les élections le moment venu pour en juger ne pourra pas travailler. On allait donc entrer dans des tractations politiques.